Avez-vous vu le loup de Wall Street? Ces scènes où on a des salles de marché où les traders mesurent dans tout leur téléphone, où les ordres s'enchaînent à la seconde, où des millions d'euros se jouent sur une simple phrase. Maintenant, imaginez qu'on ait retrouvé l'un de ces hommes. Il a plus de 30 ans d'expérience sur les marchés. Comment se vivait le vrai trading avant Internet? Donc on traitait à la voix, on était reliés les uns avec les autres avec des téléphones qu'on appelait des boîtes. À quoi ressemblaient les salles de marché à l'époque? Tu avais un micro devant toi, deux téléphones, donc tu pouvais les prendre comme ça pour négocier. Donc, Comment on négociait en direct au téléphone en quelques secondes? tu avais d'un côté les clients, de l'autre côté les market makers, les teneurs de marché. Tu négociais avec eux comme ça. Qu'est-ce que ça faisait de gérer plusieurs millions d'euros avec un simple coup de fil? Il a commencé à 15 000 euros. Au bout d'un an et demi, il était monté à 1 900 000 euros. Et surtout, après 3 décennies passées dans les marchés, comment traite-t-il aujourd'hui? On vend une façon de travailler sur les options, un point d'entrée, un point de sortie. C'est l'un des podcasts les plus précieux de la chaîne. Plongé dans 30 ans d'histoire du trading avec Romain Daubry. Bonjour Romain, Bonjour Sébastien. comment tu vas? Ça va très bien. Très content de te recevoir ici dans les studios, dans le podcast. On va un peu développer un peu sur ton expérience professionnelle. Tu vas un petit peu nous décrire un peu tout ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Qui es-tu, Romain? Oui, bien sûr. Moi, je suis Romain Daubry. Je travaille sur les marchés boursiers depuis 99 à plein temps, mais j'ai fait des stages avant. Oui, d'accord. En étant plus jeune, c'était une histoire de famille en fait, la bourse. Pour tout te dire, j'avais dit que je ne travaillerais pas en bourse pour pas faire comme la famille. Ah oui, d'accord. Et puis, j'ai quand même trouvé des éléments intéressants sur les marchés boursiers. Et donc, je suis entré en 99 sur les marchés. Donc, j'ai connu 6 mois de hausse et 2 ans de baisse avec un des cracks les plus mémorables de l'histoire. 2008, Donc, ça m'a rendu un peu pessimiste, un peu prudent peut-être sur le marché d'une façon générale. Mais en tout cas, une bonne expérience à ce moment-là, parce que c'était la fin de la bulle Internet et on voyait des choses complètement délirantes. Des clients qui gagnaient 800% sur des valeurs et qui trouvaient ça normal. Des gens qui disaient que leur gérant était nul et qui ne comprenaient rien à la bourse, des analystes qui expliquaient qu'ils valorisaient des sociétés à 80 alors qu'elles valaient 150, mais qu'ils étaient quand même acheteurs sur le titre, et puis un retour à la réalité qui a été un peu brutal pendant quelques années ensuite. Donc Et tu fais quoi un petit peu avant 99, avant de rentrer sur les marchés? J'étais étudiant en école d'abord en droit, mais j'étais vraiment inscrit en droit. C'était vraiment une inscription parce que c'était pas du tout mon truc, je savais pas quoi faire. Et puis ensuite j'ai fait une école de commerce à cheval en alternance avec la bourse cette fois-ci. Et c'est là où j'ai commencé. Après, la bourse en soi m'intéressait, mais c'était la dimension d'analyse qui me plaisait le plus. Et c'est pour ça que j'ai passé le CFTI, donc un diplôme de la Fédération internationale d'analyse technique, parce qu'en fait, c'était comprendre ce que faisait l'aspect psychologique du marché, comprendre ce que fait la masse, comprendre ce que fait la foule, et de retrouver les mêmes schémas toujours dans le marché et d'avoir un T'as taux fasciné ça un peu? Ah, c'est fascinant parce que tu arrives à retrouver des mêmes patterns, des mêmes figures, des mêmes réactions de marché dans le temps et autant de fois systématiquement dans l'histoire du marché. Donc il y a ce côté découvrir, c'est ce que disait Keynes, découvrir ce que veut faire la masse avant la masse ou de savoir ce qu'elle veut faire. Donc c'est pas d'aller contre, au contraire, c'est découvrir le comportement raisonnable ou pas du marché et d'essayer de voir quand on arrive à un stade extrême, d'essayer de se placer du côté des gros acteurs du marché, des grosses mains du marché. Et c'est le but de l'analyse technique. Hein. C'est pas de faire de la divination, d'essayer de deviner l'avenir, c'est d'essayer de lire ce que font les gros acteurs du marché, en fait, tout simplement. Donc par des moyens, et notamment la courbe des prix et les volumes, pour la base, de découvrir quelle est l'action des plus gros acteurs du marché. Il y a quelques gros acteurs, très peu, qui font 80% du volume. Et donc ces gros acteurs-là, c'est eux qu'il faut suivre pour essayer de déterminer la tendance de fond en investissement. Donc ça c'est passionnant. Ça c'est plus pour l'investissement, pour le trading. Après il y a d'autres choses. Donc ça a commencé comme ça. J'étais commercial au début de la bourse par Internet. On a été en 99, il y a 45 acteurs. En 2000, il en restait 5 en France. Ah oui. Donc ça a beaucoup nettoyé. Après, donc j'étais chez un grand courtier français, Bourse Direct, pendant des années, où j'ai été spécialisé depuis 2002 sur les marchés dérivés. Donc on faisait de la négociation sur les marchés dérivés. Les ordres n'étaient pas routés en ligne. Aujourd'hui, ça paraît complètement évident de transmettre des ordres sur n'importe quoi, sur n'importe quel marché. En 2000-2002, on commençait à le faire largement sur les actions. En revanche, sur les marchés d'options et de futurs, c'était pas encore le cas parce que c'est des marchés très techniques, ça nécessitait beaucoup de listing de produits, il y avait une gestion du risque qui était importante, donc on traitait à la voix, donc on traitait. Incroyable, alors c'était pas à la criée, on était quand même dans des bureaux indépendants, mais on était reliés les uns avec les autres avec des téléphones qu'on appelait des boîtes, c'était des gros boîtiers qui ressemblent un peu à ton iPad là.
et avec des gros téléphones bien solides en bakélite. Et donc, tu avais ce qu'on appelle des boîtes, donc des petits interphones avec des boutons pour parler à différentes personnes. Et donc, tu avais d'un côté les clients, de l'autre côté les market makers, les teneurs de marché. Tu négociais avec eux comme ça. Donc, j'ai fait de la négociation comme ça. Ça devait prendre du temps quand même entre les transmissions par rapport à maintenant, où par rapport tout est automatisé avec les algos et tout. Tu comprends l'évolution du volume de transactions, bien entendu. Ça allait beaucoup moins vite. Maintenant, c'était assez marrant parce qu'il y avait une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire que tu négociais pour ton client, tu essayais de trouver un meilleur prix. Voilà. C'était très speed. Mais c'était pas agressif. Donc tu disais pas bonjour, comment ça va, tu donnes ton prénom, Romain, et c'est tout. Et l'autre te répond avec son prénom, achète-moi tant à temps. Tu vois, c'est pas ouais, ça va, c'est bien passé la semaine dernière. Voilà. Puis quand ça s'est calmé, tu passes à autre chose. Mais c'était très marrant, c'était très dynamique. Un peu comme dans le film Wall Street, un petit peu. C'était Wall Street, quoi, un petit peu. Ils sont au téléphone, les mecs, et puis. C'était complètement ça. Donc il peut t'arriver pendant 2 heures après le boulot de parler à toute vitesse et d'être un peu speed, mais c'était pas agressif. C'est incroyable que tu aies vécu quand même cette. Ça, c'était vraiment la toute fin. Ouais, cette expérience. Et c'était très marrant. L'évolution, quoi. Il y a vraiment une évolution. Ouais. Après, c'était un peu. Ça s'est évidemment calmé. Tu as eu beaucoup moins de clients au téléphone. Tous les ordres ont commencé à être routés. Donc, c'était un autre métier. C'était plus un métier de lien entre le client, le marché, la technique, le compliance, pour que tout fonctionne bien. Et il y a eu aussi toute une période d'adaptation. Ça, c'est ce que j'ai fait en arrivant chez Bourse Direct en 2006. D'accord. Et donc, j'ai piloté cette activité pendant 19 ans. Et puis, en complément, j'ai continué la formation sur l'analyse graphique et j'ai intégré le service d'analyse de Bourse Direct. Et c'est là où on a commencé j'ai intégré ce service qui propose des recommandations où on animait des portefeuilles, en fait, avec une ventilation, des positions, des arbitrages, un point d'entrée, un point de sortie, un ordre stop et une prise de bénéfice qu'on envoyait par SMS, par email, et puis avec un accès disponible sur le site de Bourse Direct. Le service existe toujours. Et donc voilà, donc là c'était intéressant parce que tu guides les clients dans leur Et c'était quoi à l'époque, justement, tes clients un peu? C'était des petits portefeuilles, des gros investisseurs? Il y avait de tout. Ça qui est très intéressant dans ce qu'on appelle la clientèle retail en France, en fait, c'est très large. Ça va du retail seul, du client individuel qui a quelques milliers d'euros, un petit portefeuille, petit portefeuille, à des clients qui sont beaucoup plus gros, qui gèrent des family office, qui ont du cash et qui ont des portefeuilles en dizaines de millions, pourquoi pas. Voilà. Et puis des gros clients qui peuvent être des chefs d'entreprise. Et à ce moment-là, tu es sur quel produit un peu, sur quel marché à ce moment-là? 2006, là un peu. Moi, j'étais sur tous les marchés. Pour les portefeuilles qu'on animait pour les clients, on faisait des recommandations sur les actions ou sur des produits à levier. Pour la partie brokerage, c'est-à-dire intermédiaire entre le client et le marché, je faisais, moi, 99% d'options. Donc, je traitais pour les clients des options. On essayait de mettre au point des stratégies. C'est eux qui étaient décisionnaires au final, mais on leur trouvait le prix, la contrepartie. Voilà. Donc là, on peut avoir des négociations sur des tailles qui sont importantes et avec des stratégies qui étaient hyper intéressantes parce que le marché action, c'est binaire. Tu achètes, tu vends. Ça monte, ça baisse. Avec les options, tu peux faire des choses beaucoup plus fines que ça. Vous en avez parlé sûrement avec Paul. Oui, c'est ça. Ouais. De travailler avec une tendance, sans tendance. Exactement. Donc, de travailler quand le marché ne bouge pas. Et je rappelle souvent que le marché ne bouge pas entre 30 et 60% du temps, selon l'horizon de temps auquel tu le regardes. Donc, il y a plein de moments où il n'y a rien à faire sur le marché action traditionnelle, où il n'y a pas vraiment de tendance. De pouvoir te couvrir, pouvoir créer des stratégies de forte hausse, de forte baisse, de faible hausse, de faible baisse, de stabilisation du marché, de mouvements brutaux dont tu ne connais pas le sens de la sortie, où tu peux pas anticiper, de faire du rendement, de réparer des positions perdantes. Enfin, tu peux faire des choses extraordinaires. Donc, grâce à ça, on a eu des très belles histoires. On sent que t'es une bible je dirais, dans ton domaine. On sent que voilà, t'es quelqu'un qui. Ça fait quelques années. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est aussi ce qu'on recherche, tu vois, de l'expérience. Et je pense que le fait de développer justement sur le trading un peu d'options et non pas ce que je fais moi normalement, tu vois, je sors un peu aussi du comptage. Je prends un risque parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais en soi, j'apprends tellement de choses avec toi et même avec Paul aussi. C'est vrai que c'est super intéressant. Est-ce que tu peux revenir un peu sur quand tu négociais justement au téléphone, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment ça se passait justement à cette époque-là, avant, bien sûr, avant Internet, avant tous ces ordres-là? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur
Bah, tu avais des écrans qui sont des écrans de négociation, donc ça s'apparente vraiment aux plateformes de trading que n'importe qui auxquelles n'importe qui a accès aujourd'hui. Accès, ouais. Donc des écrans de négo, c'était la même chose, sauf que c'était réservé à des professionnels. À l'époque, c'était beaucoup plus cher en termes d'accès. Ouais. Et puis on avait ce qu'on appelle des LS, des lignes spécialisées téléphoniques, dont c'était pas un truc qui pouvait couper ou qui était aléatoire, c'était des lignes qui étaient de meilleure qualité. T'avais pas de bug. T'avais pas de bug a priori. Et donc tu avais un micro devant toi et puis deux téléphones. Donc tu pouvais les prendre comme ça pour négocier. Donc tu avais vraiment un téléphone à l'oreille et l'autre que tu tenais. Et tu pouvais parler aussi dans le micro en même temps. Et donc tu pouvais couper les uns les autres. Et donc quand un client disait achète-moi je sais pas, 10 calls, alors à l'époque, le CAC 40 était plutôt à 3000, à 3000 sur l'échéance du mois de février sur le CAC 40. Tu t'appelais un market maker, tu disais, tu veux faire comment pour 10 calls à 3000? Et donc le gars répondait, me donnait un prix. Je regardais sur le marché ce que je voyais comme prix. Tu négociais tout, quoi, vraiment. Et tu négociais vraiment. Et puis tu disais, OK, bon, allez, c'est offert à 10, je te le fais à 9,70. Alors tu disais, bon, je peux l'avoir à 9,70. Bon, à 9,70, ouais, propose-lui 9,50. OK, 9,50. Ah ouais. Bon, allez, 9,60. 9,60, c'est bon. 1, 2, 3, on y va. Hop, t'appuyais et t'envoyais ton ordre. Donc, tu t'essayais d'améliorer. Tu avais des ordres quand même au-dessus. Tu avais je dirais pas des marges, mais des prix sur lesquels tu pouvais pas. Ah, il y a des clients qui disaient achète au marché. Et dans ce cas-là, tu achètes-moi 10 lots de contrats futurs. Donc, achète-moi 10 contrats futurs. Tu achetais 10 contrats futurs, tu négociais pas le prix, tu payais tout de suite. Peu importe le prix. Okay. Voilà. Et donc, après, tu étais exécuté au cours en fonction du nombre de contrats disponibles. Donc, ça, c'était assez marrant parce qu'il y avait ce côté speed de négociation. Il fallait aller vite, il fallait trouver le bon prix pour le client. Et puis, tu avais le côté aussi, et ça, c'est les souvenirs les plus marquants, c'est que quand tu avais des chiffres ou des éléments qui se mettaient en place, il y avait un chiffre qui fait plus bouger les marchés aujourd'hui, c'est l'indice de la confiance du consommateur du Michigan, c'était le vendredi à 16h. Donc, le vendredi à 16h, en fait... Ça bouge encore, quand même. Ouais, un peu sur le Michigan. Ouais, je suis dessus des fois tu vois, à 16h, je regarde en live aussi. Devant. Et c'est vrai que ça bouge quand même, ça bouge encore. Ouais. Là, si tu veux, tout le monde allait aux toilettes avant. On nettoyait les écrans, on s'asseyait et on savait qu'on pouvait en prendre pour 1 heure à pas pouvoir bouger. Et donc, ça partait. Et donc, au moment où le chiffre sortait, selon le truc, achète-moi, attends. Et donc, les clients criaient tous en même temps. Donc, il fallait reconnaître leur voix. Et toi, exécuter les ordres pour eux. Ouais. Et donc, ils disaient, putain, tu l'as fait. Alors, tu répondais, ouais, c'est bon. Alors, toi, t'as acheté tant, attends. Toi, t'as vendu 2, attends. Toi, t'as vendu. Donc, il fallait surveiller ce que tu avais fait sur ton écran. C'était des sensations de dingue. Donc, ça, c'était marrant. T'as une vraie valeur ajoutée. Et puis, c'était du stress, mais du stress positif. C'est-à-dire que tu dois aller vite. Et tu penses quoi maintenant du changement, justement, 2025 C'est bien que chacun fasse son truc. En fait, tu l'acceptes, toi, l'évolution, ou tu regrettes un petit peu moi, je regarde pas derrière. Non, je suis ravi. Ça, c'était marrant de l'expérimenter, mais c'était fatigant. Et puis, c'est beaucoup mieux que les gens puissent exécuter eux-mêmes. Il y avait des risques d'erreur. Il y avait pas une telle qualité d'exécution. Et puis, surtout, les professionnels pouvaient traiter eux-mêmes. Les retail, les particuliers n'avaient pas la main. Donc, ils étaient en retard par rapport aux autres. Donc, aujourd'hui, ils ont à peu près le même niveau d'outils et de réactivité. Je ne parle pas du trading algorithmique qui est avec les ordinateurs branchés au plus proche pour gagner du micronième. Encore que certains arrivent à créer des algos qui ont des temps de réponse qui sont pas mal aujourd'hui, même en tant que particulier. Mais bon, tout le monde a les mêmes outils, tout le monde peut traiter, etc. Donc c'est très bien. C'était amusant quand c'était nécessaire, mais ça apportait pas. Enfin, c'était nécessaire de le faire, mais c'était pas. C'était quoi un peu l'ambiance entre vous, entre les... C'était très sympa. C'était sérieux, c'était silencieux, c'était joyeux, c'était. Ça dépendait des moments, mais ça pouvait être très... C'était globalement très sympa et assez joyeux. C'est-à-dire quand il se passait pas grand-chose, ça racontait des conneries, les uns et les autres, on rigolait. Et puis quand il se passait un truc, il y avait un chiffre, là on se calme. Là c'était tu plaisantes plus, t'es sur le truc. C'est très rigoureux en termes d'horaire, c'est très rigoureux en termes de suivi, très rigoureux en termes de gestion du risque, parce qu'on traitait les ordres à la main, on pouvait faire des erreurs. Il y avait de la concurrence aussi entre vous un peu par rapport aux chiffres, par rapport à ce que tu fais? Non, c'était un global, donc on n'avait pas de concurrence, c'était au contraire très familial là-dessus. Alors moi, je suis arrivé, pour tout dire, un peu après la période phase, c'est-à-dire qu'il y a une époque où quand tu faisais ce job-là, tu avais des salaires fixes qui étaient assez bas, mais tu avais des variables qui étaient énormes. Et moi, je suis arrivé au moment où ça a été l'inverse, tu avais des salaires fixes qui étaient corrects, mais des variables qui étaient beaucoup moins intéressants. Avant, tu pouvais avoir des salaires qui représentaient, des variables qui représentaient l'équivalent de ton salaire annuel. Donc c'était plus sympa. Pour ce côté-là, c'était moins. Donc il y avait un pool, donc il n'y avait pas tellement de concurrence et d'agressivité là-dessus. C'était beaucoup plus calme. En revanche, t'as les moments où c'était tendu. T'as un client qui disait, ouais, tu m'as pas entendu, tu l'as pas fait.
tu te servais au mieux des intérêts du client, mais parfois tu étais en retard. Ou parfois le mec se trompait, parfois le mec en prenait trop, il faisait des erreurs, donc il fallait gérer tout ça et gérer de la tension. C'est-à-dire qu'un mec qui gueule au téléphone quand tu es pressé, que tu en as 10 qui gueulent derrière, qui font faire un truc, c'est OK, on verra après, c'est réglé, tu as fait temps à temps. Mais je voulais pas si, attends, on verra après. Machin. Tu veux sortir? Non. Tu gardes? OK, tu gardes. Poum, tu passes au suivant. Il fallait être très directif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ouais, mais alors j'ai peut-être acheté un. Quand le mec qui veut discuter en face, c'était pas des trucs de marchand de tapis. C'est j'achète un à temps, j'achète 2 à temps, j'achète 3 au marché, j'achète 10, vends 5. Et tu vois, il n'y avait pas. Voilà. Mais tu m'as dit vends 5. Donc, non. Mais t'arrivais à suivre quand même tous les. Ouais, c'est un exercice à la fin. Donc, tu sais que c'est. Paul, Yves, je ne peux pas donner des noms, mais qui a dit à Yves, achète 5 à temps, toi, vends 3 à 10. Non, mais je n'ai pas dit vends 3 à 10, j'ai dit vends 3 au marché. Non, tu m'as dit vends 3 à 10. Et donc, toutes les conversations étaient enregistrées. Il fallait c'est ce que j'allais te dire. Réécouter les bandes. Bien sûr, il fallait réécouter les bandes. Donc, là, tu m'as pas dit vends au marché, tu m'as dit vends 3 à 10. On les placé à 10, mais ça n'a pas été exécuté. Voilà, donc, il se passait quoi si tu vendais à 100 au lieu de 10, je sais pas. Si je fais une erreur, c'est pour moi. D'accord, c'est pour toi. Si le client a fait une erreur, c'est pour lui. Et donc, c'était tranché parce que justement, il y a une façon de travailler. Tu dis pas bonjour, je voudrais acheter un contrat futur CAC 40 au prix du marché, s'il vous plaît. C'est achète un marché. Tu vois, il n'y avait pas de discussion. Donc, achète un marché et puis donner son prénom, c'est tout. Donc, en fait, tu peux pas, si tu as les codes et que tu t'exprimes bien, vends un call 22 octobre sur, je sais pas, Danone. Voilà. S'il n'y a pas de prix derrière, ça veut dire que le mec veut le faire à tout prix. S'il donne une limite, c'est qu'il donne un prix maximum auquel il. Et à cette époque-là, tu avais déjà des traders qui gagnaient quand même des fortunes. Il y avait quand même des. Il y avait tout. Il y avait des gens qui gagnaient pas mal, effectivement. Et il y a eu quelques très belles histoires de gens qui ont très très bien gagné sur les marchés, comme aujourd'hui encore, probablement avec des proportions qui sont un peu similaires. Si ce n'est qu'il y avait le filtre humain, ce qui fait que tu faisais pas n'importe quoi tout seul derrière ton écran. Donc quand un client risquait de trop perdre, etc., on était un peu là pour pondérer aussi. En fait, tu peux pas t'opposer. Si le client dit j'achète, tant qu'il a la couverture pour le faire, tu vas pas lui dire ouais, t'en prends beaucoup, t'es sûr. Si tu le fais douter qu'il le fait pas et qu'ensuite il aurait raison, il peut t'en vouloir. Donc toi, t'as pas à juger. En revanche, t'as à surveiller qu'il soit pas surengagé. Mais il y a eu des très belles histoires. Là, celle qui m'a le plus marqué en termes de gains. Tu peux nous en parler, ouais. C'est un client qui a travaillé extrêmement bien dans une séquence haussière du CAC 40. Il a fait vraiment de l'orfèvrerie pendant plusieurs mois. Et il a commencé à 15 000 euros et au bout d'un an et demi, il était monté à 1 900 000 euros. Ah ouais, quand même. Alors, je raconte cette histoire-là avec un bémol. Déjà, je l'ai vu une fois dans ma vie. Par contre, c'est pas quelqu'un d'autre, c'était un client. Donc, c'est vrai. C'est exceptionnel. C'est quelqu'un qui était ingénieur sur les options, donc il maîtrisait parfaitement son sujet, et qui a travaillé une séquence de marché en faisant de l'orfèvrerie exceptionnelle. Donc, c'est rarissime. C'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. Oui. Lui avait un niveau de technicité qui lui permettait d'équilibrer ses positions et de savoir au centime près où il en était en permanence. Ça t'a inspiré, ça, un peu? Complètement, ouais. Mais après, il faut avoir la séquence de marché, il faut l'avoir anticipée, il faut savoir bien l'exploiter vraiment, et puis ensuite, il faut avoir le mental pour tenir les positions, parce que quand tu es à 15 000 euros et que 3 semaines plus tard, un mois plus tard, tu es à 200 000, parce qu'il y a un cap à 200 000 euros, ça on peut en parler aussi. Oui. Je sais que, on sait que le patrimoine moyen des Français, c'est 240 000 euros, il me semble. Quand tu arrives à 200 000 euros sur des portefeuilles et que tu es parti de plus bas, avec des portefeuilles 10, 15, 20, 30, 50 000 euros. Quand tu arrives à 200 000, tu te dis « ma vie va changer ». Et donc, il y a beaucoup de clients qui pètent les plombs à ce niveau-là et qui se plantent. Donc, lui, déjà, il a tenu ça en mental. Et après, dans les mois qui ont suivi, il a réussi à progresser pour arriver, je te dis, en quelques mois plus tard, à 1 900 000 euros, 1 987 000. Tu vois, ça a marqué parce que... et là, il a dit « j'arrête ». J'arrête tout. Mais il a réussi à tenir jusque-là. Et donc, parfois, il équilibrait donc ses positions entre options et futures. Et donc, il fallait maîtriser la séquence et puis maîtriser l'aspect mental du truc. C'est-à-dire qu'il montait en puissance tout le temps. C'est-à-dire que quand tu commences à travailler des dizaines de contrats futurs, tu as des expositions pour gagner cette somme-là qui sont sur le marché en millions d'euros. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas comme tu veux, ou si tu as mal équilibré, ou si tu ne réagis pas bien au bon moment, tu sautes, littéralement. C'est-à-dire que tu perds ton investissement et tu peux même perdre plus. Il faut le rappeler aussi. Sur les options, on a l'air de dire que c'est facile avec cet exemple-là. C'est loin d'être facile. Ça nécessite une méthode, de la rigueur. En revanche, donc on peut dire qu'on peut perdre tout son capital avec les options ou les futurs. On peut même perdre plus en cas de décalage puisque la couverture, le niveau de garantie, de dépôt de garantie qui est demandé
et peut être moins important que la position que tu as réellement. Donc, s'il y a un fort décalage, tu peux perdre plus que le capital investi. Maintenant, si tu travailles bien avec les options, il n'y a pas un marché qui te protège plus que les options, parce que tu connais exactement, si tu as équilibré tes positions, ton niveau de risque à un instant T. Donc, il y a un gap de 20% sur une action à l'ouverture. Toi, tu sais exactement ce qui peut se passer, quelle sera ton exposition au marché. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Ouais, dans les et options, donc, d'être capable de, en équilibrant ses positions, et puis de supporter la charge mentale aussi par rapport à des expositions où quand tu as ton compte qui décale de 200 ou 300 000 euros en quelques heures, ou en quelques minutes, parfois sur des chiffres ou des annonces, il faut être capable de continuer dans ta logique, dans ta position, dans ta construction, et rester très mécanique. Et donc ça, c'est l'aspect très difficile aussi que peut réaliser. Et puis, il y a eu aussi des exemples de clients avec les options. On peut gagner assez facilement, entre guillemets, tu vas comprendre, dans des marchés qui sont réguliers. C'est-à-dire que quand tout va bien, tu peux, en utilisant les stratégies de vente d'options, notamment, qui est le seul produit que tu peux faire où tu peux commencer à encaisser de la prime que tu vas conserver si le prix de l'option diminue. Le seul marché qui te permet de le faire sont les options, mais tu peux t'amuser. Tu peux travailler en vendant et des options de vente et des options d'achat, vendre des calls et des puts en même temps. Et cette stratégie-là, elle est hyper lucrative. Et tu peux gagner. J'ai eu des clients. C'est celle que tu emploies, toi, un peu, quand même. Ouais. Alors, on peut le faire. Le faire que comme ça, c'est, à mon sens, trop risqué. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que tu peux gagner, si tu es très prudent, 1, 2, 3% par mois régulièrement. 3%, tu commences à arriver à des niveaux qui sont un petit peu agressifs. J'ai des clients qui faisaient ça, qui gagnaient entre 5 et jusqu'à 35% par mois en faisant ça. Ouais. Quand tu fais ça, c'est que ça va beaucoup trop vite. Et donc, quand le marché est haussier et régulier, de temps en temps, il y a un trou d'air, mais ça se passe bien. Et donc, ça repart. Mais quand il y a un crack de marché ou un mouvement un peu plus violent, là, tu peux exploser. Donc, j'ai vu des comptes passer de 150-200 000 euros à 2 ou 2,5 millions d'euros en 2 ans. Ah ouais. Et passer de 2,5 millions d'euros à 20 000 euros en 3 semaines. Ah ouais. Okay. Ouais, donc tu comprends la différence. Donc ça a l'air très lucratif, mais oui. si, tant que le marché va bien, s'il y a un mouvement qui se met en place contre, là, dans ces cas-là, tu peux perdre tout ton capital en quelques heures parce que tu es surexposé. La volatilité se met à augmenter. Et même si tu es vendeur d'options d'achat et d'options de vente, la volatilité est telle que tu ne peux plus tenir tes positions. C'est-à-dire que le dépôt de garantie qui est exigé pour cette même position explose. Et donc, même si tu as raison et que tu es dans le bon sens, tu n'as plus le cash pour tenir toute la position. Donc, tu es obligé de déboucler dans des conditions qui sont mauvaises. Et donc, tu te retrouves dans une... Donc, tu as déjà vu des personnes tout perdre J'ai vu des personnes tout perdre. La dernière fois, c'était Covid, passer de 800 000 euros à 12 000 euros en 15 jours. 800 000 euros à 12 000 euros. Et donc, il avait mis des années à construire cette somme-là. Et donc, voilà. Et donc, des gens qui étaient complètement désespérés. Information importante en cette fin d'année. Novembre, c'est le mois où on fête les 3 ans du pacte Impact Trading. Pour l'occasion, on vous propose moins 35% sur toutes nos formations et accompagnements. Plus une garantie unique. On vous forme jusqu'à la rentabilité dans votre trading. En plus, si vous prenez rendez-vous ce mois-ci, vous allez recevoir 30 minutes de coaching offert, une micro-formation pour apprendre à passer votre propre firme en 30 jours et un compte propre firme offert pour trader en réel. C'est unique, seulement 10 places disponibles pour cette semaine. Donc si vous voulez vraiment vous lancer, c'est le moment idéal. Donc réservez bien votre appel dès maintenant. Vous trouverez le lien en description, en commentaire épinglé. Il suffit simplement de prendre un rendez-vous. Est-ce que tu as déjà vu un peu, en étant honnête, à cette époque-là, beaucoup de drogue, beaucoup de choses comme ça? Pas du tout. Ouais. Alors, mais moi, j'étais dans une salle de marché pour les particuliers, avec des clients particuliers. C'est pas les salles institutionnelles des années 80, 90, 2000, avec tous les institutionnels, avec toutes les sorties, emmener tes clients, faire de l'entertainment le soir dans des boîtes et des machins, c'était pas la même chose. Donc moi, j'ai pas du tout vu ça. C'était au contraire très calme, très familial. Très souvent, sympa. c'est un peu le mythe, tu vois, de ce qu'on voit un peu dans les films et tout. C'est plus, à mon sens, côté institutionnel. Et encore une fois, c'était une époque, je pense. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas aujourd'hui le cas. Je pense que c'est toujours beaucoup le cas et dans beaucoup de milieux aujourd'hui. Quand les gens ont des rythmes très, très soutenus qui sortent jusqu'à 3 heures du matin avec leurs clients qui doivent être sur le desk le lendemain matin. Là, probablement, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais non, dans un contexte retail, etc., c'est beaucoup plus calme. Il n'y avait pas ce truc-là. Et en général, ceux qui rentrent dans ce mode-là, a priori,
tiennent pas très longtemps et ils partent souvent. Et tu as déjà vu un peu des courtiers aussi qui arnaquaient leurs clients? Tu sais, ça veut dire qu'ils leur faisaient vendre ou acheter Non. des choses à des prix qui n'étaient pas. Alors, j'ai vu des histoires Ouais. de ça. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. J'ai toujours été travaillé dans des établissements qui étaient hyper carrés. Au contraire, Ouais, de ce c'est côté-là, ça, ça fait ouais. partie de la Tant mieux. qualité du travail fourni. Tant mieux. Maintenant, des embrouilles, des arnaques, il y en a eu plein. Il y avait des choses qui étaient tolérées aussi aux États-Unis. Tu donnais un ordre, un client te donnait un ordre. Si tu arrivais à avoir un meilleur prix, tu pouvais garder l'écart. Par exemple, à une époque, ça, on pouvait le faire. Ok. Aux États-Unis. C'est pas une arnaque, c'était Non, légal. c'est pas une arnaque là. du Mais coup. Non, c'est pas quand même une vachement arnaque. discutable. Je crois qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. On a moins le droit de faire ce genre de choses. Après, non. Tu dirais que c'est plus surveillé maintenant par rapport à ton époque oui, là. c'est où- contrôlé. Et puis, il y a une obligation de pas se sucrer sur le dos du client, quoi, de faire un travail. Est-ce que tu as aussi eu des histoires comme ça un peu incroyables pour terminer là-dessus? De quelqu'un, justement, comme tu dis, qui démarre de 10-15 000, qui explose tout et puis qui commence à avoir une vie un petit peu. Tu sais, qui part un peu dans des travers un peu à cause de ça? Alors, déjà, c'est rare d'avoir des gens qui partent de très bas, qui montent très haut et qui réussissent à conserver. Il faut être assez fort pour que ce soit le cas. Ouais. J'ai vu beaucoup monter, je te dis, atteindre ce seuil des 200 000 et aux 200 000, commencer à s'énerver. Et dans ces cas-là, à plus vouloir lâcher. C'est-à-dire qu'à 204 000, ils ont tort sur une position et ils se disent, tu comprends, si je coupe maintenant, je vais perdre 5 000, ça me fait chier. Voilà. Et donc de là, commencer la descente aux enfers. Et donc ça, cet entêtement, la somme, la taille, c'est hyper important. L'aspect psychologique est super, super important. Ouais. De trouver le niveau avec lequel on est à l'aise. Et ce seuil, je l'ai remarqué très souvent. Donc, je l'avais donné à un client une fois, et c'est le seul qui m'a écouté et qui m'a dit vous avez raison. Il a vendu la moitié de il a sorti la moitié de son portefeuille. Déjà, il a payé ses impôts, il faut les provisionner quand même. Quand tu as beaucoup gagné, tu as 30%. Faut pas oublier, À l'époque, c'était même un peu plus. Il a provisionné ses impôts, il s'est acheté une belle bagnole et le reste, il a retravaillé gentiment avec. Il a paumé avec ce qui restait, une partie, et il m'a dit c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Il fallait encaisser, il fallait sortir. Psychologiquement, il n'aurait pas tenu plus, en fait. Mais après, il y en a qui sont faits pour. Et il y a des progressions. Alors, la plus grosse progression que j'ai connue, c'est un client qui était trader professionnel à Londres. Il a gagné pas mal d'argent en tant que trader pour une institution. Donc, il traitait pour un courtier, pour une banque. Okay. Et puis, il a gagné de l'argent avec ça. Il s'est acheté un bel appartement. Il est revenu en France et il a commencé à faire du trading pour compte propre. Et lui, il est devenu multimillionnaire aujourd'hui. Une belle histoire. Et parce qu'il a continué à appliquer ses modèles. Il faut comprendre que ça nécessite une méthode. Discipline aussi. Une discipline, exactement. C'est pas tellement d'être un champion du monde des mathématiques, tu n'es pas obligé d'être polytechnicien, mais d'avoir une discipline de travail énorme. C'est-à-dire que lui travaille sur des modèles, il a mis au point des modèles qui gagnaient, donc pour sa banque à l'origine et pour lui ensuite, avec des niveaux de volatilité importants. Et donc, tant qu'il n'y avait pas de volatilité suffisante pour que ces modèles fonctionnent, il ne fait rien. Donc, il y a eu des modèles et des périodes pendant laquelle la volatilité était hyper basse pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il n'ouvre pas de position. Ouais, c'est une discipline. Hein, c'est une vraie discipline. Tu sais ce qu'on appelle le trade d'ennui. Tu attends, il ne se passe rien, puis tu dis, tiens, on va voir. Tu crées l'opportunité. Tu cliques, et là, tu y vas, et en fait, ça ne se passe pas bien. Puis là, boum, tu as perdu un peu, et tu te dis, attends, alors je refais ça, comme ça, je rattrape ce que j'ai perdu, et là, c'est la boule de neige. Et d'un rien, tu pars à un truc qui devient une catastrophe. Une catastrophe. Ça peut être le cas. Donc, lui, avec cette discipline-là, et cette méthode et cette technique, et lui, il est multimillionnaire aujourd'hui. En partant avec un capital. Ouais, tout à fait. Mais de la rigueur, du travail, et puis surtout d'utiliser ces marchés d'options qui permettent d'avoir du levier, mais de le contrôler complètement et d'être capable de se déboucler. Je l'ai vu ouvrir des positions importantes et de dire, si dans 15 jours, telle société fait une OPA, je suis richissime. Il y a une OPA comme je le pense, je suis richissime. Au bout de 15 jours, ça ne s'était pas passé. Il avait perdu de l'argent parce que les options perdent de la valeur si rien ne bouge. Donc là, en l'occurrence, il était perdant. Il s'est dit, bon, mon modèle ne se met pas en place, je déboucle. Et il déboucle avec une perte. Il était capable de sortir sa perte sans s'entêter sur ce modèle-là aussi. Ouais, il acceptait, quoi. Exactement. Et ça, c'est une des clés aussi. Ouais, tu penses, niveau mental, psycho, ouais. Complètement. D'avoir un scénario, un point d'entrée, un point de sortie et de s'y tenir. Toujours. D'avoir une rigueur et de gommer au maximum l'aspect émotionnel. Et pour en revenir à la méthode que Paul a mis au point sur les options, c'est vraiment quelque chose qui va déjà vérifier par le passé que tu as une probabilité qui est très forte avec toi, d'une part. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant, parce que tu pars avec une bonne stat historique. Encore une fois, le passé ne préjuge pas de l'avenir, mais ça te met dans des bonnes dispositions. Et donc, tu sais que statistiquement, si tu en as 10 qui ont 90% de chance, a priori, tu en as 9 qui vont fonctionner et une qui va se planter sur 10 stratégies. Ça peut être plus par moment, mais en gros, tu as quelque chose de solide. Et puis en plus, c'est un système mécanique, empirique, qui fait que tu rentres avec telle condition
et tu sors à telle condition Il n'y a précise. pas d'émotion, il n'y a rien, il n'y a pas de. Tu laisses traîner de les gestion, choses et donc l'avantage c'est que tu regardes pas ton écran sans arrêt en te disant est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, etc. Et donc tu gommes l'aspect émotionnel et puis c'est top. tu l'équilibres. Et donc ça c'est très très reposant et puis c'est très efficace. Parce que c'est vrai qu'on se met beaucoup de pression dans ce domaine. Ça peut. C'est vrai que la pression, on a du mal des fois à la gérer. Et puis moi je le remarque souvent, quand on laisse justement tourner trop longtemps les trades, on va dire, qui sont négatifs, et on laisse très peu tourner quand c'est en positif. Et c'est vrai que c'est un peu psychologique au final, parce que c'est Complètement. le fait d'être en négatif, on l'accepte pas. En fait, c'est le biais de disposition, on appelle ça. Ouais. En fait, gagner 100, ça te procure un niveau de bonheur qui est 2 fois inférieur au niveau de douleur que de perdre 100. Donc, quand tu gagnes 100, ça te fait un peu plaisir, on va dire. Mais quand tu perds 100, ça te fait 2 fois plus mal. Ouais, exactement. Donc, au début, tu vas pas supporter la perte. Mais en revanche, cet effet-là, quand tu arrives à 900 et que tu te dis, si j'attends jusqu'au bout de mon modèle, je vais aller à 1000. Ça fait 100 de plus de gains. Ouais. Mais ces 100 de plus entre 900 et 1000 de gains, ils t'apportent aucun plaisir complémentaire. Exactement. Donc, tu te dis, je coupe à 900. En revanche, quand tu perds 900 et que ça descend à moins 1000, moins 1100, moins 1200, là, ça te fait plus mal du tout, puisque tu es complètement aseptisé. Enfin, ça te fait très mal de toute façon déjà. Et donc, tu te dis, 100 de plus ou 100 de moins. Puis t'espères surtout, tu vois, un peu que et donc, le marché va se retourner ou va te donner une... En fait, souvent, je remarque, on trade pour avoir raison. Et dans le côté, j'ai fait mon analyse, toi qui es quelqu'un qui analyse beaucoup techniquement, je veux avoir raison. C'est un peu de l'ego aussi, je dirais. Bien sûr. Un petit peu, tu vois, de ne pas accepter que, au final, ton analyse n'est pas bonne. Simplement, comme on a parlé tout à l'heure avec Paul par rapport à la Fed et tout ça et le taux d'intérêt. Moi aussi, j'ai un scénario, forcément. Parce qu'on est là pour un petit peu comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que des fois, mon scénario ne se valide pas. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire j'ai eu tort. Le scénario n'est pas du tout bon. Et au contraire, je ne suis pas rentré en position parce que je n'avais pas mes confirmations. Et au final, tu sais très bien que c'est un trade qui ne va pas être bon. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, comme tu dis, psycho et un peu qu'il faut travailler, je pense. Ouais, tu as très bien résumé, c'est exactement ça. Toi, tu arrives comment à travailler ça, justement, avec toute la carrière que tu as actuellement, Romain, d'avoir évolué en... Pour moi, la solution, sont les options, parce que ça te laisse une marge de travail qui est hyper importante. Le directionnel pur, c'est super dur. On voit que 80% des clients perdent de l'argent là-dessus. Ouais. Nous, on limitait l'effet de levier. On avait des clients qui étaient habitués sur les futurs. En directionnel pur, je parle en hors stratégie d'options, il y en a moins que la moyenne qui perdait, mais il y avait quand même une majorité qui perdait. On avait une bonne statistique de plus de 60% de clients c'est beau, 40% de clients qui gagnaient. Donc, c'était quand même vachement bien. Ouais, bien. Mais il y avait moins de levier, il y avait plus d'expérience. Donc, ça joue aussi. Le levier est un des gros problèmes. On sait que quand on dépasse 3, les statistiques commencent à pas être bonnes. Et au-delà, c'est très compliqué. Alors, je dis ça sur du trading en swing. Voilà. Si tu fais du scalping, du carnet d'ordre, comme Nicolas, je sais que tu as reçu Nicolas Schneller, eux, ils prennent des leviers qui sont beaucoup plus importants, mais pendant une fraction de temps qui est inférieure. Donc, ils s'exposent pas beaucoup. Voilà. En temps. Donc, c'est toujours le rapport levier, temps passé qui doit être pris en compte. Mais donc, oui, tu as une. Et c'est des choses qui ne sont pas possibles avec les options? Le scalping, tout ça? Tu peux, parce que tu as des options de plus en plus courtes, tu as des options 0 DT, donc des options valables pour la journée uniquement, et là tu fais des choses beaucoup plus courtes, donc tu peux le traiter aussi. C'est une question de temps, encore une fois, de discipline et de modèle. Je dis souvent que passer au day trading, qui est un peu le truc phare, c'est comme d'arriver en Formule 1. Tu commences par le karting, donc ça va être l'investissement, comprendre les marchés, donc tu fais du 50, puis après si tu es bon, tu fais du je sais pas, je connais pas tous les degrés, mais 100, 125, puis 150, puis après tu as de la Formule Renault, puis de la Formule 3000, puis de la Formule 1. Tu ne montes pas d'un coup dans une voiture que tu ne contrôles pas. C'est ça la gradation et la progression en fonction du temps passé, de ta discipline et de la méthode. Et la clé, c'est d'avoir ce qu'on appelle un edge, une différence par rapport aux autres, par rapport au reste du marché. Si tout le monde regarde la même figure, soit elle ne va pas se produire, soit elle ne sera pas aussi efficace. Et c'est souvent ce qui se passe sur le marché. Donc, il faut avoir un écart avec un coup d'avance ou une différence avec le reste pour créer cet écart et pour créer un gain. Donc, il y a vraiment cette différence de notion entre investissement et trading, qui sont vraiment deux choses qu'on distingue mal. D'ailleurs, on dit souvent qu'un investissement de long terme, c'est un investissement de court terme qui a mal tourné. C'est sûr. C'est ça. Et donc, d'avoir ça, et donc pour gérer l'aspect psychologique, c'est d'avoir une méthode. Et l'idéal, c'est d'avoir un scénario, un plan, et évidemment... Après, est-ce que tu n'as pas le côté aussi où les personnes, toi, par rapport à tes clients, ont envie d'aller trop vite aussi? Tu vois, le côté un peu, je veux devenir riche, Complètement. et puis un peu de...
je dirais, de rêve à travers ça. Bah, Et les marchés financiers, je trouve qu'ils sont trop, des fois, un peu considérés comme ça. Pas comme un métier, mais comme un jackpot, tu vois, comme tu jouerais à l'euro-million et tu gagnes une somme d'un seul coup. Tu vois, c'est exactement ça. c'est un peu le piège, un peu. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin sur les marchés dérivés, sur les options, parce que j'en avais marre de voir les clients utiliser les marchés dérivés comme un ticket de loterie. C'est-à-dire se dire, bon, alors, on est là, si l'action va là, je vais gagner tant. Bah oui, mais dans ton produit, il y a des caractéristiques, il faut déjà les comprendre. C'est pas, j'ai un effet de levier de temps, donc ça va faire ça si ça fait ça. Bah oui, mais est-ce que ça va le faire en ligne droite? Est-ce que ça va le faire en plusieurs jours? Est-ce que j'ai des éléments qui vont entrer en compte? La volatilité, les frais de gestion du produit, etc. Ce qu'on appelle le slippage, les décalages qui sont liés au marché, le fait que je ne vais pas faire exactement l'opération que je veux, que mon scénario ne va pas se réaliser au point près, etc. Donc il y a tous ces éléments qui font qu'on part d'un scénario où on voit que le positif et pour arriver à un scénario où finalement ça ne se produit pas tout le temps. Et quand tu disais j'ai un scénario, combien de fois tes scénarios se produisent au millimètre près? C'est rare. Enfin, nous, on propose souvent des scénarios d'analyse graphique. Là, il y en a eu un récemment, c'était Baidu. On l'a dit, voilà, la cible, c'est 134,40. Le plus haut du jour où elle a ouvert, c'est 134,34. Donc, tu as un décalage de 35% et à 1 centime près, c'est arrivé au niveau. Quand Oracle a explosé à la hausse, pareil, on arrive à trouver des niveaux de cible qui sont à $2 près sur un mouvement de 40%. C'est fantastique. Mais ça, c'est rare et ça ne se produit pas toujours comme ça. Et donc, il faut être capable de travailler en fonction de ça. Et c'est pour ça que la préparation, l'anticipation, la méthode de travail permettent de gommer tous ces aspects-là, de ne pas surexploiter de l'effet de levier, en tout cas de savoir comment on l'exploite et dans quelle proportion. Et puis, de gommer cet aspect psychologique et puis surtout ce côté pièce en l'air, je verrai si ça fonctionne ou pas, qui dessert à la personne, qui se dégoûte et qui n'y va pas. Donc il y a le côté... Et puis ils abandonnent aussi, surtout après. Voilà. Donc il y a le côté compréhension et investissement qui fait que tu peux voir sur le long terme. Et là, plus tu passes de temps dans le marché, plus tu as de chances que la probabilité est en ta faveur de gagner de l'argent, si tu diversifies bien, si tu as choisi quelques bonnes actions, et voilà. Si en revanche, plus tu vas faire des choses courtes, plus ça va demander du réflexe et de la méthode, et au contraire de gommer et de sortir de cet aspect émotionnel. Donc c'est cette anticipation qui va faire que, à un moment, c'est business as usual, et les gens qui gagnent disent que c'est un peu chiant. C'est-à-dire que c'est pas... alors tu peux être très content parce que tu as une belle journée, mais c'est d'appliquer un process et ensuite de voir le résultat de ce process. C'est pas tant de te dire « Ah, j'ai eu raison sur tel scénario ». Tu as tout à fait raison de le préciser. Comme tu dis, le côté égo, un peu raison. Ouais, et c'est pas « j'ai raison » ou « j'ai tort ». Ça a trop monté, ça veut rien dire. Ça a trop baissé, ça veut rien dire. C'est « voilà ce que je peux mettre en place comme stratégie. Si j'ai raison, ça va, je sortirai là. Si j'ai tort, je sors ici ». Et donc, j'aime bien cette phrase de dire anticiper le meilleur, mais se préparer au pire. Exactement. Donc, d'envisager ça. Et souvent, malheureusement, quand on utilise, en tout cas chez nous en France, où on a moins la culture des produits à effet de levier, on les utilise un peu comme des tickets de loterie. Donc, soit on les utilise pas en se disant c'est super dangereux, à juste titre, soit on les utilise comme un ticket de loterie en se disant fantastique, si ça marche, c'est un ticket de loto, ça ne va pas coûter très cher et donc je suis prêt à tout perdre. Dis-toi qu'il y a en face de toi des centaines de milliers de personnes qui sont là pour te vider les poches, oui, c'est sûr. et qu'eux, ils ne sont pas là pour rigoler et se dire c'est un ticket de loto, et donc ils vont le faire. Oui, c'est sûr. Est-ce que pour toi, tu penses dans les options, on va parler, est-ce que tout le monde peut réussir? Est-ce que tu penses qu'il y a des profils, je dirais, où il y a avec ton expérience, plus de probabilité d'y arriver, ou est-ce qu'un simple retail qui vient même d'un autre milieu qui est complètement différent de la finance peut réussir? Alors, tous peuvent réussir, mais il faut bien déterminer son profil avant. Il n'y a pas un produit qui laisse plus de possibilités de réussir pour moi que les options, en toute sincérité. C'est pas parce qu'on a créé cet atelier des options avec Paul. Non, c'est parce que j'y crois que je l'ai fait, sinon j'aurais fait autre chose. Oui, bien sûr. Et c'est parce que je vois la marge et la possibilité que ça offre. Maintenant, ça ne s'adresse pas à tout le monde dans la mesure où il faut avoir déjà une connaissance des marchés financiers. Il faut avoir une connaissance technique de ces produits. Ça nécessite un apprentissage. Et je ne sais pas combien de temps on peut estimer. Ça dépend de la rapidité de compréhension des gens. Mais je pense que de se former, quoi. De se former, je pense qu'il faut compter plus d'1 an et voire 2 ans pour commencer à utiliser un marché d'options et à le travailler de façon efficace. Maintenant, j'ai des copains qui utilisent les options en prenant des positions hyper larges à plusieurs mois, qui regardent leur compte une fois par mois, une fois par semaine, pas par mois, une fois par semaine, qui regardent un peu les marchés et qui font du rendement léger sans regarder tout le temps. Et donc, ils ont un profil qui réussit très bien parce qu'ils l'ont calibré correctement.
Après, de vouloir effectivement faire un jackpot ou faire un x2, Ouais, je pense que x3 c'est ou je pas sais pas bon. quoi, en trop peu de temps, bien entendu, c'est pas réalisable, c'est pas réaliste et il faut fuir quand on entend des modèles comme ça ou des gens qui vous proposent ça. Ouais. Si quelqu'un trouvait ce modèle-là, il le fait pour lui et qui arrive à faire fortune en très peu de temps. Et s'il le propose et qu'il le vend, c'est qu'il y a une entreprise. Donc, c'est de calibrer. Donc, il faut vraiment cet effort de compréhension, cet effort d'apprentissage et puis d'avoir connu des circonstances de marché qui sont différentes. Si tu n'as connu qu'un marché qui monte, c'est l'exemple que je prenais avec les ventes de Strangle, des clients qui vendaient des options d'achat et des options de vente en même temps, tu encaisses des deux côtés. Tant que tout va bien et que le marché ne bouge pas trop, tu vas gagner quasiment tout le temps. Sauf que le jour où ça bouge beaucoup, c'est le massacre. Mais vraiment le massacre, et je te dis, on peut voir 2 ou 3 ans de travail disparus en 3 semaines, vraiment. Donc ça, c'est des stratégies qui sont plus dangereuses, encore une fois, si elles sont mal calibrées. Il y a moyen de les équilibrer, ces stratégies, avec des sécurités. Encore une fois, avec les options, tu peux toujours le créer. Et donc, pour moi, c'est ça. Donc, il faut faire cet effort de compréhension et avoir envie de faire ce travail de recherche, de calibrage. Ça prend du temps. Il n'y a rien de magique. Et pour un débutant, justement, c'est quoi que tu conseillerais? Quelqu'un qui va t'écouter là un petit peu Alors, ton interview pour démarrer, il a envie de démarrer justement dans les options, c'est quoi le... Alors, c'est d'acheter le bouquin de Paul ou le Ouais, mien, bien sûr. pour commencer, de regarder des vidéos. On en propose aussi sur notre chaîne, c'est vraiment dédié aux options. Beaucoup de vidéos pédagogiques pour comprendre le fonctionnement, la base, l'utilité, ce qu'on peut en faire, et ensuite de rentrer un peu dans l'aspect technique, parce que pour une option, il y a une échéance, il y a un prix d'exercice, il y a une quotité, il y a un nombre de sous-jacents que tu vas prendre, il y a une exposition nominale. Et c'est le seul marché sur lequel il faut avoir pratiqué en virtuel vraiment longtemps pour pouvoir, à mon avis, se mettre dans le réel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des paramètres qui sont bien différents de la hausse et la baisse. La volatilité est un critère qui est quand même très compliqué. L'évolution du temps est un critère compliqué aussi. Et puis, en plus de tous les modèles théoriques, mathématiques que tu peux montrer, il y a la loi de l'offre et de la demande qui joue. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux utiliser ton pricer et te dire, alors si ça fait ça, ça va aller là. Ah oui, mais quand il y a un crack de marché comme en 2008, et qu'on avait des craintes pour l'évolution du système, enfin la pérennité du système bancaire mondial, pour déboucler tes positions, tu ne trouvais pas de prix, tu ne trouvais pas de contrepartie. C'était l'enfer. C'était vraiment très, très impressionnant en termes de comportement. Et là, tous les modèles que tu avais créés n'existaient plus. Donc, il faut être préparé à ne pas se retrouver dans cette configuration-là, même si elle est arrivée une fois il y a très longtemps. Oui, c'est sûr. Il y a longtemps maintenant, de ne pas se retrouver dans ces conditions de marché-là. Donc, de l'anticiper. Donc, commencer par bien comprendre la théorie, puis ensuite monter en progression doucement, en appliquant des modèles et en faisant, au début, à mon sens, un peu de virtuel, c'est-à-dire en prenant des positions virtuelles, et puis ensuite passer en exécution réelle et y aller progressivement. Pas en attendre des rendements dingues au début, mais ensuite trouver son style, son profil. Justement, ça serait quoi, toi, un peu un bon portefeuille de départ pour les commencer options, pour commencer en tant que débutant, sans pas... trop t'exposer non plus, pas non plus être dans la vente de rêve de rendement, mais... je pense que pour commencer un peu, je dirais que 5 000 €, c'est un peu une base. Alors, on peut faire avec moins, mais après, il y a Vous êtes parlé avec Paul, c'est ça? Il m'a dit la oui, même réponse. On a un peu échangé sur le sujet, évidemment, mais disons qu'avec moins, tu peux, mais le temps passé pour le rendement peut te dégoûter aussi. C'est-à-dire que tu vas faire quelque chose de pas mal, mais si tu fais, 50% dans l'année avec un portefeuille de 1 000 €, il va falloir avoir beaucoup travaillé, il va falloir avoir été très bon pour gagner 500 € sur lequel tu vas être taxé à 30%. Donc, c'est sûr. Il y a un rapport. Alors, pour commencer, pourquoi pas ? Tu te dis, OK, je teste mon modèle et puis je monterai à 5 000, puis je monterai à 10 000. Donc, 5 000, le minimum. Ensuite, si tu es conservateur et que tu travailles très bien, tu peux viser des rendements de plus de 15%. Si tu es très agressif, il n'y a quasiment pas de limite. Maintenant, il faut accepter des moments où ça va être très difficile. Et est-ce que tu as des grosses différences quand même avec les brokers pour les options et tout ça par rapport en termes de prix un peu comme nous, tu vois, en CFD, sur les marchés Forex, on a un décalage, tu vois, entre les brokers. On a des frais de courtage, des frais de transaction. C'est ça, les frais et tout ça. Oui, tu en as qui sont plus ou moins spécialisés sur ces marchés, tu as plus ou moins de marchés. Et voilà. Après, maintenant, ça a tendance à se lisser puisque tout le monde se fait concurrence. Et donc, c'est moins excessif que ça pouvait l'être à une époque où, voilà, maintenant, si tu appelles une banque pour faire une option et que ce n'est pas dans leurs produits classiques, ils vont te charger hyper fort. Ils vont te charger. Si tu le fais sur un courtier qui est spécialisé, tu vas, voilà. Et puis, en fonction de ta volumétrie, etc., tu vas avoir Et tu as des marchés justement qui sont un peu plus dangereux là-dessus? En termes de courtage ? Ouais.
Je sais pas. En fait, pour te dire, je crois beaucoup plus dans le travail et la performance du travail que dans les frais eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des C'est clients pas quelque chose qui te. On va dire que c'est pas un facteur pour toi. Bah, Parce que ça, on l'entend un peu, tu vois. Moi, je l'entends un peu dans mon domaine. Ouais, les frais, ils sont trop chers. Les spreads, ils sont trop chers. Ça m'empêche d'être rentable, tu vois. Alors, ça peut arriver dans certains cas Ouais. où tu as des modèles très très dynamiques, où tu fais beaucoup d'opérations, où les frais peuvent grever une partie de la performance. Mais si tu as un modèle qui fonctionne bien, normalement tu l'as testé aussi avec les frais, donc tu dois savoir ce que vont représenter les frais en termes de performance. Mais d'expliquer que ton modèle ne marche pas à cause des frais, ça peut, sur certains modèles Ouais, où il c'est faut un faire peu une excuse, trop un peu, je d'opérations, trouve. mais je crois que c'est vraiment plus une question aujourd'hui significative, encore une fois, à part sur certains modèles très 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 dynamiques où les frais sont plus bons parce que tu fais 18 000 opérations, c'est pour du trading algorithmique quasiment, où là ton modèle est bon, mais dans des périodes qu'on appelle de Dancy, de whipsaw, tu vas te retrouver dans des modèles où ça bouge beaucoup, mais ça fait beaucoup de fausses sorties, tu vas avoir beaucoup de petites pertes et beaucoup de frais liés à ça. Et donc les gros mouvements que tu pourrais exploiter par ailleurs, tu les auras pas, et donc là tu peux générer plus de frais, mais sinon je crois que c'est un peu un faux problème. Ouais, non, mais c'est un peu, tu sais, on entend ça assez souvent sur les réseaux. C'est le problème C'est aussi. quoi le meilleur broker? C'est quoi le meilleur courtier? Après, il y a des. Tu vois, Alors, en termes de frais, c'est une question. En termes de courtier, c'est important de bien choisir son courtier. Moi, je ne peux pas faire de pub pour plus les uns que les autres. Non, mais d'une façon générale, c'est pour très toi, important c'est quoi de un bien bon, voilà, c'est quoi un bon courtier c'est un bon pour en toi? exécution, c'est un bon en choix de marché. Alors, ça a l'air d'être rien, mais moi, j'étais de l'autre côté de la barrière pendant C'est ça. longtemps. Par exemple, Bourse Direct, c'est un gros avantage, c'est qu'il y a un très, très bon back-office. Ça a l'air de rien, mais quand il y a une opération sur titre, il y en a très souvent, une augmentation de capital, un détachement de dividendes, une chose comme ça. Il faut que les choses soient bien enregistrées sur ton compte correctement. Ça, c'est hyper important que ce soit bien fait. Voilà. Il y a l'exécution en termes de flux et de qualité de lecture. Il faut comprendre qu'un courtier, c'est pas quelqu'un qui est au milieu entre toi et le marché et qui se gave. C'est quelqu'un qui répond à des réglementations qui sont de plus en plus lourdes, Ouais, c'est sûr. avec des gestions du risque qui sont extrêmement contraignantes, qui doit vérifier quand tu lui envoies un ordre, vérifier que ton ordre corresponde à ton portefeuille, à ton profil, l'envoyer sur le marché, que le marché lui dise que l'ordre est bien reçu, qu'il a été exécuté ou non, en totalité ou non, que le marché lui renvoie cette information-là, que lui la processe, l'ajoute dans ton portefeuille, vérifie, te restitue cette information-là, C'est beaucoup d'infos. et derrière fasse tout le travail de back-office d'enregistrement des positions. Qu'est-ce que tu as fait avant? Tu as acheté ou tu as vendu avant? Et dans une microseconde, qu'est-ce qui est revenu avant? Parfois, le marché va se tromper ou il va y avoir dans le flux une data qui va arriver avant l'autre. Il faut la classer dans le bon ordre. Donc, ça peut avoir des incidences sur ta fiscalité, tout ça. Donc, ça, c'est hyper important. Il ne faut pas le négliger. Donc, les frais, ce n'est pas un critère uniquement. Il faut que l'exécution soit propre derrière, que le service soit bon, que les gens connaissent le marché et soit technique. Tu as encore une fois une augmentation de capital. Il faut comprendre ce que c'est, comment elle fonctionne, quelle est ton implication, qu'est-ce que ça va te coûter, comment tu peux la faire ou pas. Donc ça, c'est important. Et t'as un peu le côté, un peu comme un peu dans le CFD, des courtiers offshore, des courtiers un peu où c'est plus réglementé les options Non, que le côté. il faut éviter, à mon sens, tout ce qui est offshore non réglementé. Enfin, tu sais pas comment ça se passe. On a vu déjà trop d'histoires surréalistes avec les crypto-monnaies notamment qui ont été dingues. Donc non, il faut utiliser les gros courtiers traditionnels. Nous, on travaille avec Pro Realtime qui est excellent en termes de qualité, d'exécution, tant pour la partie graphique que pour la partie réalisation des choses. Il y a un vrai travail de fond qui est fait en amont. Interactive Broker c'est une super plateforme, c'est très une des connue. meilleures. Voilà. Ouais. Il y a, après, sur les courtiers, si tu parles de CFD, IG est excellent. Ils ont un vrai savoir-faire, il y a un vrai historique. Après, il faut trouver le produit qui va te correspondre, le marché qui va te correspondre, et puis tenir compte de tous les critères sur chaque produit, sur chaque marché, bien regarder quel va être le mode de fonctionnement, où est-ce que vont se situer les frais, ça peut être le cas aussi. Et donc de l'ajuster. Mais encore une fois, c'est surtout la aussi, qualité. tu vois, Tester. au lieu de déposer tout de suite, comme tu dis, Exactement. une énorme somme. Je pense que c'est pas idiot aussi parfois d'avoir un backup, c'est-à-dire d'avoir un deuxième courtier. Si t'as un sécurité, problème, quoi. il peut lui avoir un problème technique, toi tu peux en avoir un d'un côté et pouvoir te couvrir, te hedger. Quand tu fais ça vraiment à titre professionnel, il y a un moment où l'aléa peut arriver. Le problème technique, c'est de l'informatique, ça arrive par définition. Donc plus les courtiers sont anciens, historiques, lourds, solides, réglementés, plus ils sont fiables. Mais il peut y avoir un problème ponctuel et donc c'est pas idiot d'avoir, à mon avis, un backup pour envisager un problème. Est-ce que tu penses aujourd'hui encore, dans le particulier, que le trading c'est réservé aux riches, réservé aux gens qui ont vraiment, je dirais, beaucoup de capital, ou est-ce que quelqu'un qui, voilà, comme tu le dis, gagne 1500, 2000 euros par mois, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut vraiment être une bonne opportunité en 2025?
Alors, le trading, c'est vraiment une discipline compliquée. On sait que la plupart des gens perdent de l'argent avec le trading. Donc, il y a le rêve autour de ça alors, je suis désolé, je ne vais pas rêver en disant ça, mais Non, c'est on sait ça. que 80% des gens perdent de l'argent en trading. Moi, je l'ai vu, et même plus. Quand je dis 80, parce que je compte les 10 je compte dedans, dans les 20% qui restent, je compte les 10 ou 15 qui vivotent, c'est-à-dire qui ne perdent pas, qui ne gagnent pas. Tu vois, et c'est plutôt 5 ou 10 qui vont vraiment, vraiment gagner dans ce domaine-là. Le trading pur, c'est assez difficile. Donc, déjà, avant de se lancer là-dedans, il faut comprendre que c'est une discipline, une méthode, beaucoup de temps de travail et du temps à y consacrer. C'est-à-dire que si tu dis quelqu'un qui travaille, qui gagne tant par mois, il faut qu'il ait du temps à consacrer à ça. Alors après, tu peux faire des choses un peu en swing trading, en prenant du temps, en adaptant l'horizon de temps de tes opérations et le levier à ton profil et à ton capital. Alors, ce que j'aimerais rappeler, c'est la loi de l'effet composé. C'est ce que, quand même, Einstein appelait la 7e merveille du monde, c'est sûr. les effets composés. Et c'est Darren Hardy qui a développé énormément ce concept-là. Les petits pas faits pendant des durées longues ont des conséquences gigantesques par la suite. Donc, commencer à essayer de faire des opérations, pourquoi pas, avec un capital qui est peut-être faible au départ, dont les performances ne sont pas très sexy au début, mais de les prolonger dans le temps et de les faire progresser, ça peut donner des effets extrêmement importants. Alors, il faut voir un peu loin, mais on sait que quelqu'un qui commence à épargner à 20 ans et à 60 ans, il peut avoir il peut être millionnaire en n'ayant pas fait des trucs de trading et des choses très compliquées. S'il commence à 30 ans, ça va être plus difficile. Donc, on voit que c'est au-delà d'un certain nombre d'années que ça produit ses effets. Maintenant, il faut voir un petit peu loin et donc commencer petit, assurer son modèle, être en confiance, gommer l'aspect psychologique, gommer l'aspect des sommes en question. Si, encore une fois, tu commences trop vite, trop fort, trop tôt avec des sommes qui vont te mettre mal à l'aise, voilà, peut-être qu'au bout de 10 ans, si ton capital a augmenté, tu vas voir ton compte bouger de 1000, 2000, 3000 euros, ça ne te fera plus d'effet. Alors que si tu commences avec, je sais pas, 100 ou 150 euros de décalage dans ton portefeuille, tu vas te dire, non mais si tu gagnes 1500 euros par mois, tu vas te dire, c'est mais justement, toi, c'est un peu, je trouve, qui est dommage un peu en France, c'est qu'on ne donne pas assez d'informations sur, comme tu dis, les intérêts composés. On fait vraiment un peu croire à la société qu'avec 1500, 2000 euros par mois, tu peux rien faire de ta vie, quoi. Tu vas rester un peu dans ce mode-là jusqu'à ta retraite. Et puis, tu vois, je trouve qu'il y a un manque de transparence par rapport à ça. Il y a un manque de culture financière. Sans parler de trading, bien sûr. Ouais, bien sûr. Dis, juste en épargnant. Mais bien sûr, il y a un manque de faisant, culture financière en France. On a fonctionné avec ce système de retraite par répartition. Donc, on ne s'est pas vraiment intéressé à gérer notre capital. C'est pour ça qu'on en parlait sur les options. Il y a 25% des investisseurs américains qui travaillent sur les options, plus de 10% aux Pays-Bas et en Belgique. On va pas loin, c'est 2 heures de train. Ah bah non, ça c'est sûr. Et pourtant, ils savent utiliser les options. Pourquoi ? Parce qu'ils ont à gérer leur capital. Voilà. La jeune génération commence à le comprendre. Ouais. Et ce message de Darren Hardy commence à être assez connu. C'est cette loi des intérêts composés, on commence à comprendre. Et donc de bâtir, de construire en diversifiant sur différents secteurs, en comprenant ce qu'on fait et en n'attendant pas d'être dépendant du moment. Et t'arrives, toi, à transmettre un peu ce message-là autour de toi ? J'essaye, je le dis souvent, en tout cas. J'essaye d'en parler et j'aime bien, c'est inspiré. Surtout que c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Moi, j'ai commencé assez mal de ce côté-là et donc j'ai appris et donc j'ai compris ces modèles-là et vu l'intérêt que ça peut présenter en étant encore une fois patient, en prenant le temps. Et tous, si tu écoutes tous les gens qui ont réussi, ils te disent tous que c'est la patience et le temps. Patience et longueur de temps font mieux que force ni courage. Warren Buffett qui te dit que les gens qui deviennent riches sont ceux qui ont été les plus patients. En gros, il te dit que c'est de transférer de la richesse des impatients aux patients. Tout est question de temps. Quel que soit le domaine, que ce soit du trading sur carnet ou que ce soit de l'investissement à long terme, tu n'auras de vrais résultats que dans le temps. Et le ticket de loto, c'est rarissime, ça peut arriver. Mais justement, c'est intéressant quand tu écoutes justement Warren Buffett. Je pense des fois le message est mal placé. Tu vois, les gens, ils écoutent des personnes comme ça qui sont quand même devenues milliardaires grâce justement à l'investissement. Et des fois, on a du mal à y croire parce qu'on regarde le résultat final, mais on ne regarde pas, tu vois, le parcours qu'il a. Et c'est vrai qu'il faut repartir de zéro. Tu vois, Warren Buffett, il n'est pas arrivé comme ça en étant milliardaire et être dans les plus grosses fortunes du monde. Et c'est vrai qu'on a du mal à se projeter, je trouve, en France. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est un frein d'être en Europe, je dirais, ou est-ce que pour toi, avoir une expérience à l'étranger,
peut te permettre d'avoir un autre point de vue, un autre regard, je dirais, sur l'investissement en règle générale. Je parle bien investissement en règle générale. Ah bah c'est sûr que si tu voyages un peu, ça va te booster. Ça t'a aidé, toi, un peu aussi? Tu vas en Asie, tu vas aux États-Unis, Ouais. et quand tu reviens, tu te dis waouh, même en allant à Londres, enfin voilà, on parle d'argent. Déjà en France, on parle pas d'argent. Tu connais cette phrase qui dit qu'en France, si tu as un salaire, tu dis moins, tu décrètes moins. Aux États-Unis, tu le dis et puis tout le monde te félicite et puis tu donnes, tu fais partager les autres quand tu as bien réussi. Nous, on parle pas d'argent, c'est un tabou en France, faut pas en parler. C'est mal, ceux qui ont réussi sont forcément des escrocs. Il y a toute cette période de contestation. Et tu penses ça vient de quoi, justement? Parce qu'on en parlait tout à l'heure en Parce qu'il y a back-office. parce qu'il y a un système très confortable de retraite par répartition, que tout va bien, on est cool. En fait, on a un pays très très confortable, on est très assisté, on a beaucoup d'aide, on a une capacité à ne pas travailler. Enfin, encore une fois, je ne vais pas choquer, j'espère, trop de monde, mais c'est mon point de vue. Oui, il y a 28 millions de Français qui travaillent pour plus de 70 millions d'habitants. C'est pas que le travail soit la vocation absolue, mais c'est qu'il faut qu'il y ait un effort et une activité collective et qu'il y a beaucoup trop, à mon sens, de manque d'activité par certains. Encore une fois, c'est pas le travail, pas travailler à la chaîne 14 heures par jour en souffrant, etc. C'est stupide. Au contraire, c'est de gérer correctement son patrimoine, mais pas être jaloux. Et au contraire, quand quelqu'un réussit, d'être ravi pour lui, d'avoir un discours positif autour de ça, de comprendre comment il fait au lieu de l'envier et de le jalouser. Vrai que, et puis, si tu n'as pas envie de fournir les mêmes efforts, de les faire à ta mesure pour avoir la qualité de vie qui te plaise. En fait, la réussite, c'est pas la quantité d'argent sur ton compte, c'est la qualité de vie que tu peux avoir. Le parcours. Et donc, c'est ta liberté, c'est les choix la possibilité de faire ce que tu aimes le plus possible. En étant dans une activité. C'est plus ça, à mon sens, qui nous fait défaut aujourd'hui ici, c'est qu'il y a moins de rêves, il y a moins d'engouement pour faire des choses, pour créer. Quand tu vas en Asie, ils sont comme des fous, ils créent à toute vitesse, ils créent des entreprises, ils créent des choses nouvelles, ils développent, ils osent ils aussi. inventent, ils osent. Aussi, il y a une dynamique qui est colossale. Quand tu vas aux États-Unis, regarde toutes les grandes success stories aux États-Unis. Il y en a beaucoup. C'est souvent, en plus des réussites qui sont venues de l'immigration, des gens qui sont arrivés dans un pays où tu peux entreprendre. Enfin, j'ai vu aux États-Unis des gens qui avaient 3 jobs en même temps. Le gars, il était car service la nuit, donc il faisait l'équivalent de Uber à l'époque. Boulanger le matin et restaurateur à midi, quoi. Il dormait 4 heures, il dormait 4 heures par jour. Bon, j'aimerais bien savoir où il est aujourd'hui. Je l'avais croisé il y a 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il a réussi, ce gars-là. Parce qu'il écoute des fois le podcast. Ouais, on sait jamais. On sait jamais. Et voilà, donc car service, boulanger et restaurateur. Il pas peur il de se reconnaîtra. Il est ivoirien d'origine. Je l'avais croisé un soir à New York, tu vois. Donc voilà, un pays qui te permet de faire ça. Et un état d'esprit pour le faire aussi. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Alors, je dis pas que tout est merveilleux aux États-Unis, je précise. Non, il y a beaucoup de choses on n'est pas là pour ça, mais c'est ton partage d'expérience. C'est normal qu'on t'écoute aussi. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Former aujourd'hui des personnes, comme tu disais, c'est un peu, je dirais, bullshit. Ça veut dire, si tu formes, c'est que tu n'as pas réussi dans le domaine. C'est souvent un peu ce que moi aussi j'entends de mon côté, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu penses de ça, tu vois, quand tu vois des personnes qui te disent ça ou des commentaires, bah tiens, regarde, pourquoi toi tu formes, pourquoi si tu as réussi, pourquoi tu formes les gens si tu as réussi, tu vois. Ou les riches ne forment pas les gens qui... j'entends toujours ce petite phrase là, un peu... Alors, qui titille un peu, tu vois. Bon. Alors, c'est vrai qu'elle titille, mais en fait, de moins en moins, parce que déjà, il y a une part de vrai. C'est-à-dire qu'il y en a qui forment et qui n'ont pas réussi. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des escrocs et qui gagnent que par le fait d'avoir fait ça. Donc, forcément, le soupçon est légitime puisqu'il existe. Maintenant, quand... voilà, enfin... Faire la part des choses, je pense. Ils font la part des choses. Après, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Déjà, vivre du trading, ça nécessite un capital. Capital, tu l'as pas toujours. Si tu fais quelque chose de bien et que tu es un peu prudent, tu fais 20% par an, il faut quand même un sacré capital pour en vivre. Déjà, il y a ça. Ensuite, il y a ce rapport à la somme d'argent nécessaire pour vraiment le faire. Ensuite, il y a le fait que c'est intéressant de multiplier ses activités dans sa vie. Que le trading, c'est une chose. Il y a des gens qui passent leur vie devant, c'est leur passion. Tu as le droit d'en avoir d'autres aussi, et dont la transmission. Ça peut être le cas. Moi, c'est mon truc, ça a toujours été le cas. Dans mon boulot, en tant que salarié de courtier, j'ai créé des formations, des choses comme ça. Ouais, tu faisais déjà ça C'était en plus du reste, et ça ne m'a pas rapporté plus de l'avoir fait. C'était pas pour gagner plus, c'était pour le plaisir d'éduquer les gens. Avoir écrit un bouquin, pas pour ce que ça m'a rapporté d'écrire le bouquin. Oui, c'est parce que j'avais envie justement de dire, voilà, utilisez-le intelligemment et vous aurez quelque chose
de concret. Alors, c'est une niche. Je sais que je m'adresse à peu de gens en faisant ça, mais ceux qui voudront se donner la peine de le faire vont le faire. Et puis, tu as la partie conviction, vocation. Donc, il y a occupation. Et puis, il y a un savoir-faire. Tu veux en faire bénéficier aussi les autres. Et puis faire, encore une fois, autre chose. Et puis, le fait de partager t'apporte aussi. C'est-à-dire qu'en formalisant les choses, tu vas améliorer toi aussi ta façon de fonctionner. Tu vas interagir avec les autres. Donc, voilà. Donc, oui, le soupçon, il existe. Il est justifié dans certains cas. Ensuite, si tu es un peu vigilant et que tu écoutes dans le discours, tu vas savoir ce qui a fonctionné ou pas. Et tes soupçons, ton intuition, elle va te dire, quand les mecs te racontent des trucs trop gros, quand tu vois des titres, j'ai gagné avec 1 euro, j'ai gagné $2000 en 6 heures. Bon. Ok, donc le mec avait 18 comptes, il y en a un, tous sont sautés, il y en a un sur lequel il y a eu une histoire une fois, et voilà, ou des comptes de démo, des choses comme ça. On connaît le genre. Il faut faire le tri, écouter les gens qui sont un peu pertinents, qui ont un discours, un truc sérieux, un background, et en général, tu vas, avec ton intuition, et comprendre un peu ce qui se passe. Si tu discutes un peu avec les personnes, tu vas tout de suite vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Tu partages justement un peu en live avec ta communauté, Du trading ? Ouais. Non, on fait pas ça parce que nous, on vend pas du trading. On vend une formation sur les options. C'est intéressant que tu me poses la question. J'en profite pour expliquer un peu ce qu'on fait précisément. Parce qu'on est à cheval entre deux modèles. On vend pas des signaux. Même si on en propose une fois par semaine pour donner de l'éducation en disant voilà ce qu'on peut faire dans telle configuration, mais on donne pas le détail de la stratégie. Oui, je comprends. On dit voilà, on va vendre un bear call spread, donc on va vendre un call et acheter un call au-dessus pour avoir une stratégie dont le principe est que le titre ou le sous-jacent va stagner ou baisser un peu, mais on est bloqué par une protection au-dessus. On va dire ça. On ne va pas donner tout le détail. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de faire du conseil comme ça. Ouais, bien sûr. On ne sait pas comment l'autre va l'appliquer. Et ce n'est pas notre vocation. En revanche, la méthode que Paul a mis au point, parce que c'est vraiment lui qui a créé ça au fur et à mesure des années, moi je suis là plus en tant que vulgarisateur, en tant que quelqu'un d'expérimenté sur ces marchés, côté clientèle, et puis parce que j'ai travaillé avec beaucoup de clients sur ces marchés-là. Mais la méthode de travail, elle va venir de là. Puis j'ai ma formation d'analyse graphique aussi qui peut permettre de créer des scénarios. Mais la méthode qu'il a mise au point, elle est à cheval entre celui qui te vend des signaux et celui qui va te vendre une formation de base. C'est-à-dire qu'on ne va pas t'expliquer comment marchent les options. Comment marchent les options, okay. Tu as des bouquins, tu as un site internet, notre site internet, c'est truffé de choses là-dessus. Tu vas trouver de l'information pour comprendre les options. Si tu demandes à ChatGPT, il va t'expliquer le fonctionnement des options. Tu vas comprendre, tu vas trouver des vidéos très bien faites sur le sujet. Mais c'est une méthode de travail et une façon de fonctionner. Et donc, dedans, il y a des stratégies clés en main que tu peux appliquer et qui sont des stratégies que tu vas pouvoir mettre en place directement. Et cette méthode de travail, tu vas pouvoir la dupliquer. C'est-à-dire que si tu as envie de prendre du temps, ce modèle-là qui est utilisable avec telle action dans l'exemple, tu vas pouvoir regarder toutes les autres actions et te dire, tiens, là, j'ai une configuration qui m'intéresse. Et donc, ça va être lié à un travail personnel qui est fait là. Donc, on vend un accompagnement, mais on veut qu'à la fin, les gens soient autonomes et qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Qu'ils ne soient pas dépendants. S'ils veulent continuer à fonctionner avec nous, c'est avec grand plaisir. Mais on va pas créer un forum en disant là j'achète ci, là je vends ça, là je fais ci, là je fais ça. C'est libre à chacun et il faut au contraire, parce qu'il n'y a pas une bonne méthode. Oui, c'est ce que je dis souvent. Il faut l'adapter à ton profil, à ton capital, au temps que tu as à y passer, à ta sensibilité au risque. Puis il y a un travail personnel aussi à faire. C'est pas qu'une stratégie, bien sûr. Exactement. Ouais, et donc c'est pour ça qu'on a ce modèle et souvent les gens me disent mais qu'est-ce que vous faites ? Donc vous vendez des signaux ? Non. Alors vous vendez quoi ? De la formation sur les options ? Non, c'est entre les deux. On vend une façon de travailler sur les options très concrète avec un point d'entrée, un point de sortie, un stop dans tel cadre. Et encore une fois, c'est une façon de fonctionner qui peut être ajustée, qui va s'intéresser soit à l'investissement, soit au trading. Et c'est cette partie-là que la personne va devoir s'approprier et utiliser ce qui l'intéresse le plus à l'intérieur. Donc c'est entre les deux et c'est justement ce qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'on a ce côté partage, mais on veut aussi l'autonomie. On n'a pas envie que dans 10 ans, les types nous disent « Alors qu'est-ce que je fais ce matin ?» Oui, c'est sûr. Qu'ils avancent. Si on continue à discuter, qu'ils avancent et qu'ils réussissent par eux-mêmes, comme c'est le cas aujourd'hui, donc de partir de ce qu'on a trouvé comme slogan de la théorie à l'autonomie. Ok. Non, c'est bien, c'est un bon concept. Qu'est-ce que tu penses justement les options et la France ? Quand tu vois alors je parle un peu, réseaux sociaux, un peu la vulgarisation, comme tu disais, un peu de ce que vous faites, les options. Comment ça se fait qu'on n'ait pas autant de monde sur les options, alors qu'aux États-Unis, comme tu dis, il y a quand même énormément d'utilisateurs et qu'on ait cette image un peu, les options, en France, il ne faut pas faire ça. C'est bien qu'on fasse attention, parce que, comme on l'a dit, c'est risqué, je le rappelle toujours. Ouais, maintenant, c'est dommage qu'on n'ait pas cette culture, parce qu'on n'a pas de culture financière. Le temple en France, c'est l'immobilier. Si ce n'est que... Oui.
Donc, tout le monde ne jure que par l'immobilier. Or, déjà, il y a deux choses. Les jeunes commencent à s'intéresser à gérer leur argent d'une façon patrimoniale globale. Et ils ont découvert que les marchés financiers, grâce aux crypto-monnaies, ça a amené pas mal de gens, d'ailleurs, sur les marchés boursiers. Moi, j'ai un copain qui avait quand même acheté du Doge et qui m'avait dit, mais tu comprends, ça, c'est un investissement. Et je lui ai dit, donc Michelin, c'est pas bien. Il me dit, non, ça, j'y comprends rien. J'ai dit, mais Michelin, ils vendent des pneus. Il y a une société, il y a quelque chose. Il y a c'est du du concret. concret. Il m'avait dit, dans la bourse, jamais. Et 20 ans plus tard, il s'est mis à acheter du Doge. En me disant, ouais, mais là, c'est hype, il va se passer un truc. C'est une forme de ticket de loto. Bon. Bien ou mal, ça a amené des gens sur les marchés boursiers et ils ont commencé à s'intéresser au marché et à diversifier. Par ailleurs, l'immobilier, c'est plus l'Eldorado que ça a été. Non, ça devient plus difficile. Donc, il y a ça aussi qui amène les gens à réfléchir à autre chose. Et puis, il y a, comme on le disait, ce système de retraite par répartition qui fait qu'on ne gérait pas son avenir, on n'avait pas la culture de le faire. On attendait d'avoir terminé son nombre d'années de travail. Et, côté assisté, comme tu as dit. Côté assisté, de se dire, voilà, j'aurai tant, bah, tiens, je sais déjà aujourd'hui combien je vais gagner. Voilà, ce qui est terrible parce que tu attends, en fait. C'est le modèle qui est terrible. Voilà. C'est le modèle. Et donc, de ne pas penser en dehors du cadre et de te dire, mais ma retraite, je la fais quand moi j'aurais décidé. Si je réussis à travailler un peu intelligemment, c'est pas forcément travailler dur, c'est travailler un peu intelligemment aujourd'hui, j'aurai tel capital disponible dans tant d'années en appliquant tel modèle et je peux être à la retraite entre guillemets à 40 ans ou ne pas être jamais à la retraite, c'est-à-dire d'aimer travailler, d'aimer faire ce qu'on fait, d'aimer suivre les marchés. Quand on se passionne pour les marchés, on se dit pas j'ai 67 ans, j'arrête. Alors après il y a eu le fait que l'âge de la retraite était repoussé aussi, qu'une génération dont la nôtre considère qu'on ne sait pas trop ce qui se passera et que probablement ce sera plus ce qui existait aujourd'hui, voire plus rien. Donc il faut s'en préoccuper. Et puis que c'est de plus en plus tard et qu'on n'a pas envie de se dire je commence à avoir du mal à marcher et maintenant je peux commencer à voyager quand je veux. Donc de fonctionner aussi de cette façon-là. Donc je pense que ça va faire évoluer le modèle. Et donc les options en France, oui, ça fait peur parce que tout ce qu'on ne connaît pas, et je ne parle pas que des options, fait peur. C'était la même chose pour Internet. Exactement. Et créer l'étranger et tout ce que tu ne connais pas, c'est pas bien. Et voilà. Et il faut se l'approprier, le connaître. Et donc, moi, je le vois de façon très positive. Je le vois comme un futur raz-de-marée. C'est pas pour rien que ça s'est développé autant depuis des années. Les options, c'est pas un truc nouveau. Ça a commencé sous Aristote, les options. Pour couvrir ses récoltes de blé, on savait donner une prime et puis dire, voilà, je suis sûr que ma récolte sera vendue à tel prix. Donc, c'était déjà le cas. Donc, ça existe depuis toujours. Quand on prend une assurance pour sa voiture, on achète un put. On se couvre, c'est une option. Donc, on traite des options déjà. Simplement, on se dit, c'est dangereux. C'est vachement dangereux si, effectivement, on ne comprend pas. On ne fait pas cet effort de compréhension technique. Quand tu contractes avec ton assureur, tu vas vérifier un peu ce qu'il y a dedans. Tu sais si tu es assuré touriste, tu sais si tu es assuré au tiers. Là, c'est la même chose avec les options. Et puis, en plus, tu peux te positionner en tant qu'assureur. Tu peux te dire, tiens, là, je vais passer de l'autre côté de la barrière et voir pourquoi l'assureur il fait ce métier-là. Parce que globalement, s'il gère bien son risque, ça se passe bien. Donc, moi, je pense que c'est un raz-de-marée qui va se développer. C'est pour ça qu'aux Pays-Bas, pour ça qu'en Belgique, pour ça qu'en Allemagne, autour de nous, des pays frontaliers qui ont plus besoin de se préoccuper de la gestion de leur capital et qui ont plus la culture de l'argent, de la possibilité d'en parler, de l'argent. C'est pas forcément une fin en soi, c'est pas la chose ultime. Mais il faut dire aujourd'hui que c'est quand même un moyen très agréable de faire des choses, d'avoir des choix en termes de choix de vie, en termes de santé, en termes de liberté. Donc, d'en parler, de le dire et de trouver des solutions pour intervenir. Et voilà. Donc, ces marchés d'options sont très, très peu utilisés en France encore aujourd'hui. Et il est clair que ce sera ça viendra sur le marché. Et les gens vont s'y intéresser de plus en plus dans la gestion de leur capital. Probablement après des séquences de marché compliquées où ils auront compris que quand tu achètes LVMH, si elle monte, t'es content, si elle baisse, t'es triste. Et de se dire, non, je peux faire des choses beaucoup plus fines que ça avec les options. Décider de mon point d'entrée, mon point de sortie, de mon point mort, réparer une stratégie perdante et aller bien au-delà de quelque chose de directionnel. On l'a vu sur la finance, il y avait la macroéconomie, puis il y a eu l'analyse graphique, macro et micro, puis l'analyse graphique. Et maintenant, en 2022, quand tout le monde s'est planté sur le marché et que le marché a explosé à la hausse, tout le monde prévoyait une récession sur les marchés boursiers. Les économistes, leur explication, ça a été tous de dire que c'était comportemental. Et donc, on a commencé à venir à la hype, à la mode de la finance comportementale, de dire tout le monde était trop pessimiste. Donc, la seule explication qu'un chef économiste a trouvé à dire, c'est que tout le monde était trop pessimiste. C'était le cas, mais il n'y avait pas d'explication rationnelle avec les autres modèles. Donc, je ne dis pas que la macro et la microéconomie n'ont pas de sens. Au contraire, il faut continuer à les regarder. Mais c'est dire qu'il y a des modes et des choses qui arrivent et que les options feront partie des raz-de-marée qui vont se mettre en place par la suite. C'est évident, encore une fois, ça explose
partout, dans des proportions qui sont parfois un peu inquiétantes aux États-Unis, par exemple, où tu peux te dire qu'il y a des prises de position qui sont colossales et qui Ouais, c'est ça. peuvent avoir des impacts sur les marchés. Donc ça, c'est comme toujours, tous les excès sont mauvais. Et pour en revenir à cette image de macro-microéconomie, analyse graphique, puis analyse comportementale, puis maintenant, il y a un autre élément qui, à mon sens, sera la suite aussi, c'est l'analyse des cycles. C'est compliqué, mais qui donne des feuilles de route extraordinaires. Ouais. Moi, j'ai commencé à suivre quelques bons analyses de cycles Ouais, ça existe depuis déjà, quelques ouais. années, et ils ont des niveaux de prévision qui sont incroyables. Ils avaient prévu en 2011 l'instabilité politique, etc., pas que pour les marchés boursiers. Ouais. Et donc, on a eu depuis le printemps arabe, Podemos, tous ces éléments-là, les gilets jaunes, le Brexit, le vote Il y a Trump. des choses qui ont été dites bien Tout avant, ça, hein. il Ouais. l'avait indiqué. Il n'avait pas dit que ce serait le vote Trump, mais il savait qu'il y avait des instabilités. Ça, en termes de cycle, on peut prévoir des choses. Donc, il y a des modes qui vont se mettre en place. Et je pense que quand je parle de mode, c'est pas pour les mauvaises choses, c'est pour que les gens, que les choses arrivent sur le devant de la scène. Et je pense que les options, c'est la suite, bien évidemment. Non, c'est bien. En tout cas, on va être obligé de terminer ce podcast. Il y a Parle encore beaucoup. tellement plein de choses. Non, c'est vrai que c'est super intéressant. On n'a pas envie de t'arrêter. Mais malheureusement, le temps va le faire. En tout cas, pour ceux qui vont être arrivés jusqu'à la fin de ce podcast, je vous remercie déjà d'avoir écouté Romain. Et puis, Romain, il aura un petit cadeau à vous envoyer. Vous allez rejoindre notre Telegram un peu privé et on pourra vous partager donc un peu pas le côté stratégie, mais on va parler un peu d'analyse dans une autre vidéo avec toi, Okay. qu'on va développer juste après. Donc, si vous voulez vraiment aller sur cette, on va dire, nouvelle vidéo juste après l'interview avec Romain qui vous a plu, voilà, on vous mettra le lien qui va s'afficher gentiment, et puis vous cliquez dessus, vous rejoignez le Telegram, et puis à l'issue de ça, vous aurez accès directement à la vidéo. En tout cas, je te remercie pour ce partage. Merci à toi. Parce que c'était vraiment, je veux dire, enrichissant. Puis c'est vraiment, comme j'ai dit, un sujet qu'on n'a pas forcément encore abordé. Donc, je te remercie beaucoup de ton temps, d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir super bien développé en tout cas, et j'espère que ça sera clair pour tout le monde. En te remerciant, et je te dis à bientôt en tout cas. C'était un grand plaisir, merci beaucoup, je suis Merci ravi, à et puis toi. j'espère que ça va servir et partager. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Ce mois de novembre, c'est un mois un peu spécial pour nous. D'un côté, c'est le Black Friday, de l'autre, ça marque les 3 ans d'Impact Trading. Donc pendant tout le mois, moins 35% sur tous nos accompagnements et formations. Une garantie inédite de vous accompagner jusqu'à votre rentabilité. Chaque personne qui réserve un appel avec nous, ce mois-ci reçoit 30 minutes de coaching offert pour discuter de vos objectifs, une micro-formation exclusive gratuite, un compte PropFirm offert pour commencer à trader en réel directement à nos côtés. Seulement 10 créneaux sont disponibles cette semaine. Donc si vous avez vraiment envie de vous former, n'attendez pas, réservez votre appel dès maintenant. Vous allez trouver le lien en description ou en commentaire épinglé. Il suffit simplement de prendre un rendez-vous.